Merci beaucoup. Peut-être dans l'attente, juste pour expliquer qu'est-ce que c'est aussi l'économie sociale et solidaire. C'est un mode d'entreprendre en fait qui existe depuis très longtemps et qui en France est cadré par une loi qu'on appelle la loi Hamon, qui est née et été promulguée bientôt il y a 10 ans par l'ancien ministre du coup Benoît Hamon. Et en fait, des fois on le sait pas, mais en tant qu'association, du coup les participants sont de droit en fait d'appartenance à l'économie sociale et solidaire. Du coup, peu importe l'activité qu'on porte en tant qu'association, le statut de association loi 1901 est le statut historique de l'économie sociale et solidaire. Comme disait Cécile tout à l'heure, effectivement aujourd'hui les associations traversent un moment assez bouleversant, une sortie de crise Covid, plus quand même la crise énergétique qui a frappé un petit peu les modes de fonctionnement, les modèles économiques de ces structures-là qui, effectivement, jusqu'à il y a quelques années, étaient fortement dépendantes des subventions publiques, des financements publics et qui se retrouvent aujourd'hui peut-être avec des changements politiques, des réductions des budgets, du coup qui se retrouvent challengés pour repenser en fait ce qu'on appelle un modèle, leur propre modèle économique. Et du coup, dans l'économie sociale et solidaire, on a d'autres statuts juridiques qui permettent effectivement de mixer, de jouer entre guillemets entre les différents avantages et opportunités qui d'autres statuts de l'économie sociale et solidaire peuvent ouvrir. Je n'ai cité quelques-uns. Effectivement, ça dépend aussi un peu de l'activité de l'association. On peut avoir des associations qui ouvrent plutôt des activités, qui mettent en place plutôt des actions d'intérêt général et qui se questionnent effectivement sur la possibilité de mettre en place des activités commerciales, de la prestation, des services, justement pour rentrer en contact avec des acteurs qu'on appelle des investisseurs de l'économie sociale et solidaire. Et effectivement, pour rentrer un peu dans cette démarche, dans ce changement de modèle économique, il y a la possibilité de créer des sociétés coopératives de production, du coup des SCOP, ou des SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, en parallèle de l'association. Du coup, les SCOP et les SIC permettent effectivement d'avoir un modèle économique basé sur la prestation, du coup qui permet une facturation un peu plus simple, qui permet aussi de passer au-delà des plafonds prévus de la loi pour les associations et qui permet aussi d'avoir une gouvernance plus ouverte. Qui inclut toutes les parties prenantes, salariés, bénéficiaires, collectivités, pour justement faire vraiment un projet collectif. Cependant, ce type de solution ne permet pas d'accéder très facilement à tous les investisseurs et effectivement peut avoir une limite dans la possibilité de capter des dons et des subventions au regard de la possibilité d'avoir une activité commerciale et de la prestation. Nous, ce qu'on a constaté à la CRES, c'est que aujourd'hui, beaucoup d'associations s'interrogent plutôt de créer des sociétés commerciales de l'ESS en parallèle de leur association. Du coup, quand on parle des statuts commerciaux, on parle de SARL, SAS, SA. La SASU est un peu particulière, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu long à expliquer. Et effectivement, cette solution permet d'aller chercher de l'investissement et du financement tout en dehors d'appel à projet et aussi de capter des fonds d'investissement, des fonds impact, des fonds dédiés à l'économie sociale et solidaire qui permettent aujourd'hui du coup de diversifier la recherche de financement, les ressources et permettent aussi d'avoir une gestion un peu plus simple des prestations pour renforcer les ressources de l'association. On parle souvent de vases communicants entre les deux structures qui peuvent exister en parallèle. Du coup, ça c'est dans le cas dans lequel une association souhaite mettre en place des prestations tout en gardant, comme disait Cécile, l'objet social de l'association. On peut avoir aussi des situations inverses
dans le sens qu'on peut avoir, à l'inverse, une structure, une association qui fait déjà pas mal d'activités commerciales, de prestations, et qui souhaite effectivement renforcer les actions d'intérêt général. Là, les solutions, elles sont un peu plus limitées en ce qui concerne l'économie sociale et solidaire. Et du coup, nous, on propose en général la possibilité de créer des fonds de dotation, et c'est différent d'une fondation, dans le sens que le fonds de dotation on peut le créer beaucoup plus facilement qu'une fondation, parce qu'une personne morale peut aussi créer un fonds de dotation, et qui permet effectivement de capter du mécénat, des dons, etc. En faveur du coup d'un autre organisme. Du coup, toujours un parallèle de l'association mère qui gère le projet. Vous parlez d'agrément santé. Dans l'économie sociale et solidaire, on a aussi un agrément qui s'appelle l'agrément ESUS, qui permet d'accéder à des financements en plus de ce qu'on appelle de la finance solidaire. Du coup, des acteurs, par exemple France Active, des fonds d'investissement, par exemple INCO, la Banque des Territoires, etc. Cependant, toutes ces solutions de créer des structures à côté pour justement diversifier la recherche des financements permet effectivement d'un côté de combiner et de naviguer sur les différentes attentes légales et fiscales qui sont attendues de la loi. En même temps, ça va bien évidemment demander une gestion administrative beaucoup plus importante, et surtout sur la gouvernance, qui est un des piliers de l'économie sociale et solidaire, justement pour éviter tout type de conflit d'intérêts ou des participations entre les CA, etc. Justement pour garder, ce qui disait Cécile, vraiment une gestion désintéressée des activités qui sont menées par l'association. Donc une gestion compliquée. Donc finalement, en fait, toutes les associations qui nous écoutent font de l'ESS quelquefois sans le savoir. Exactement. Peu importe, vous êtes de droit de l'économie sociale et solidaire. C'est le statut historique de l'économie sociale et solidaire, avec les fondations, les coopératives et les mutuelles. Les sociétés commerciales de l'ESS sont rentrées dans la famille de l'ESS depuis 2014, et on a précisé certains critères avec une circulaire de décembre 2016. Est-ce que vous constatez des évolutions dans les besoins et les pratiques des porteurs de projets qui s'adressent à vous, notamment dans ce contexte économique actuel et social ? Oui, absolument. Nous, à la Créative de France, on fait tout un travail de orientation des projets vers les professionnels de l'accompagnement et financement de l'ESS, justement pour qu'ils puissent trouver de l'accompagnement et du financement. On travaille notamment sur le dispositif local d'accompagnement qui accompagne les structures employeuses de l'économie sociale et solidaire, notamment dans leurs besoins de modèle économique et de recherche des financements. Certes, l'enchaînement de la crise Covid et la crise énergétique, nous on voit les effets maintenant. Au moins les structures qui nous sollicitent commencent à avoir des premières difficultés de trésorerie face quand même à un contexte aussi politique qui s'oriente aussi vers une réduction un petit peu des aides publiques, des appels à projets, des modes de fonctionnement qui passent de plus en plus via des appels à projets qui durent 1 an, et du coup qui poussent les structures à monter un projet à toute vitesse, chercher de la ressource humaine, etc., pour après quand même avoir des enjeux de pérennisation, ce que disait Cécile, de rester quand même droit dans les bottes, ne pas non plus s'y plier à toutes les demandes des financeurs. Du coup, nous, on voit vraiment des grosses interrogations sur le modèle économique et un peu cette façon un peu historique de le financement public, les appels à projets, etc., qui aujourd'hui fragilise un petit peu les modèles économiques des associations.
Et donc comment la Cress, Île-de-France en particulier, et la Cress en général, parce qu'il y a d'autres Cress dans d'autres régions, même s'il y a des différences, des nuances, vous allez nous le dire un petit peu, accompagne les porteurs de projets? Effectivement, la Cress Île-de-France fait partie du réseau national des Cress. Du coup, vous avez une Cress dans toutes les régions de la France métropolitaine et aussi dans les territoires outre-mer. Du coup, chaque Cress a aussi un positionnement un peu différent en fonction du contexte, du territoire, de relations partenariales. Du coup, nous, aujourd'hui, ce qu'on peut vous proposer, si besoin, on assure des rendez-vous individuels et gratuits, justement pour décortiquer un petit peu avec vous vos besoins d'accompagnement ou de financement, pour vous mettre un lien via des contacts qualifiés. On essaye d'éviter les contacts mais vraiment d'avoir la personne qui peut prendre en charge votre dossier ou votre question, justement pour vous aider à vous repérer plus facilement dans les solutions de financement et dans les solutions d'accompagnement. On travaille beaucoup, par exemple, avec le barreau de Paris sur ces questions statutaires, du coup, à la fois via des webinaires, un peu information sur les solutions proposées par l'ESS, et on monte une offre juridique un peu plus poussée, justement avec des cabinets d'avocats pour accompagner s'il y a besoin de changer les statuts, réfléchir à comment mettre en place une gouvernance participative, par exemple. Après, effectivement, on a une palette d'outils, ressources qui sont complètement accessibles à tout le monde. Et après, bien évidemment, on a des événements plus spécifiques. On fait par exemple des speed meetings avec des financeurs sourcés en amont pour que les rendez-vous soient le plus qualitatifs possible. On travaille avec des acheteurs publics dans le cadre de marchés publics, etc. Du coup, voilà, si besoin, on essaye, si on n'a pas la réponse, nous, directement, on essaie de trouver la ressource qui peut répondre vraiment à vos questions. Oui, ce que vous dites d'ailleurs répond à une des remarques qu'on a sur le chat. Ça peut paraître un peu compliqué, mais avec ce panel d'offres d'accompagnement, de webinaires notamment, peuvent permettre que là on fait un panel rapide de votre intervention, avec votre intervention, pour ouvrir un peu les opportunités, faire comprendre ces nouvelles opportunités par rapport à l'ESS, mais on va très très vite. L'intérêt est de voir qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont en place. Oui, complètement. J'entends complètement la remarque. Des fois, comprendre les différents statuts, c'est pas du tout compliqué. Le message aussi que la Cress porte aussi, vraiment, c'est de mettre en valeur aussi les pratiques qui commencent à être en place dans les acteurs de l'OSS, et d'identifier aussi des pistes qui sont tout à fait à creuser sur du moyen long terme. Mais voilà, juste voilà, l'idée pour nous, c'est vraiment de coopérer et dans cette optique de hybridation de ressources pour appuyer les associations aussi dans leur développement face quand même à un contexte qui n'est pas du tout facile en ce moment.